mobilier recyclé. Donc je vais animer cette conférence sur l'éco-conception, l'éco-design. Alors l'éco-conception et l'éco-design, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'en ai parlé dès les années 2000, début des années 2000, avec un livre que j'ai écrit qui s'appelle Éco-design, chemin vertueux. J'en parle dans le design pour les nuls en 2013, donc il y a bientôt 10 ans. J'en parle aussi avec quelqu'un qui, vous connaissez peut-être pas, mais vous connaissez ses créations sur une biographie que j'ai fait de Khazar Khan, qui est un ingénieur des ponts et chaussées, mais qui est designer. Et vous verrez qu'autour de la table, on n'a pas besoin forcément d'avoir fait des écoles de design pour être designer. Voilà, le design est fortement présent. Donc, et on est passé de l'éco-conception à l'éco-design. Je vous dévoilerai pas un scoop en vous disant que en ce moment ça bouge énormément et que nos productions industrielles et tout ce que nous créons est extrêmement bousculé par d'abord ce contexte législatif, la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Tout dernièrement aussi, la loi climat et résilience, puisque issu de la consultation des citoyens, une loi est en train de tomber et fait beaucoup bouger les lignes pour les metteurs en marché et les concepteurs. Et puis aussi le Green Deal qui nous emmène vers une production décarbonée à 2050. On devrait être neutre en carbone. Alors, je parle dans mon dernier ouvrage de révolution de l'emballage, de révolution véritable, révolution industrielle. Et j'ai autour de moi qui vient d'arriver donc Xavier Allard. Donc Xavier Allard est designer, a commencé dans l'automobile et puis, comme il dit, il est sorti de la route pour se mettre sur les rails, puisque, et il nous l'expliquera peut-être tout à l'heure, de l'automobile et d'ailleurs plus du camion, puisque vous avez, donc je ne donnerai pas... Voilà, on a quasiment le même âge, mais en fait, vous avez fait une école d'art appliqué et de métier en art de design. Vous avez débuté votre carrière professionnelle chez Renault en 1983 pour le style intérieur de l'automobile, mais pas longtemps. Et vous êtes tout de suite allé dans le gros engin, hein, puisque c'était les engins industriels, les autocars, les autobus, les véhicules industriels, ce qui vous a amené à concevoir ce concept truck Radiance. Et puis patatrac de Radiance, vous avez été dans encore plus gros, puisque vous avez fait du train, des métros, on verra, et notamment là c'est le métro que vous appelez le M14 pour 2022, un nouveau métro. Et vous êtes aujourd'hui, vous travaillez sur finalement tous les tramways, les métros d'un peu tout le monde entier, hein. Quand on lit ça, on voit, vous en mettez partout. Donc c'est intéressant, on en parlera. Et puis, j'ai Damien Perrault. Alors, Damien Perrault, lui, il a quitté ses fourneaux, hein, parce que, alors, voilà, un petit peu comme Khazar Khan. Donc, vous avez fait l'école hôtelière Vatel, et puis vous êtes rentré chez Accor. Donc, vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes rentré chez Accor et vous travaillez sur les wagons-lits. Voilà, donc il va falloir que vous mettiez peut-être pour faire les nouveaux wagons-lits. Et vous avez été plutôt dans la direction des achats, puis vous avez occupé différentes fonctions sur des projets informatiques. Et puis, en 2014, vous arrivez dans le design et vous dirigez toute l'équipe de design. Et puis nous, on a un point commun tous les deux. Apparemment, c'est les sports de glisse. Hein, donc... voilà. Et là, vous dirigez toute l'équipe de design. Alors, j'ai une première question à vous poser. Donc, je disais, on va commencer par vous, Damien. Je disais révolution. Est-ce que dans le design des transports, on peut parler aussi de révolution?
Et j'ai envie de vous demander comment c'était avant, puisqu'il y a... je dis toujours en design, je cite une phrase d'Ernest Renan pendant la Révolution industrielle qui dit « Les hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un profond respect du passé ». Donc pour faire la révolution, il faut avoir un profond respect du passé. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment vous voyez, comment c'était avant. Bonjour à tous. Le ferroviaire est un univers qui est issu de la moitié du 19e siècle quand même. Hein. Donc ça remonte à très longtemps. Ceci dit, on reste sur le même principe, le même concept en fait de mobilité. Donc on est sur du durable. On pourrait, comme je vous l'ai dit, on pourrait aujourd'hui faire rouler, enfin à quelques exceptions techniques près, mais on pourrait faire rouler un TGV sur des voies qui ont été construites au début du XXe siècle. L'écartement est le même, le système en fait ferroviaire est le même. Il a juste été donc évolué, il a suivi des évolutions techniques qui lui ont permis en fait d'être en effet à la fois plus rapide, plus confortable, plus accessible. Mais le principe en fait du ferroviaire, le rail reste en fait le même, ce qui en fait son grand principe et son grand avantage lié donc justement à cette durabilité. Les investissements qui sont faits sont durables. Donc il est sur les rails, mais il a quand même un petit peu, il a évolué, on en parlera tout à l'heure. Vous, Damien, de votre côté, l'hôtel aussi, ça existe même peut-être avant le 19e siècle, hein, en tout cas, très longtemps. Il me semble, et donc l'éco-conception, l'éco-design, lui, comment il a évolué? Est-ce qu'il est en révolution aussi aujourd'hui? Alors déjà, l'hôtellerie, comme l'immobilier en général, on commence tout juste une révolution, parce que c'est un des secteurs en termes de disruption. On parle beaucoup de disruption dans énormément de secteurs. L'immobilier, l'hôtellerie, on est vraiment au démarrage, hein, surtout dans la conception en fait des bâtiments. On les conçoit finalement vraiment de manière similaire à ce qu'on faisait il y a 20, 30, 40, 50 ans. Donc la révolution, on va dire, commence. Et la technologie, l'évolution des modes de vie, d'ailleurs étroitement liée à l'évolution de la technologie, font que cette révolution, l'évolution devient révolution parce qu'elle devient nécessaire et brutale et importante. Et en termes de développement durable, donc là, je montre un projet qu'on avait fait en 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en termes de développement durable, le vrai changement, c'est qu'il y a quelques années, on était plein de bonnes intentions. Aujourd'hui, ces bonnes intentions sont en train de se transformer pour être beaucoup plus objectives, beaucoup plus cartésiennes. Avant, on avait l'ambition de protéger l'environnement et on avait énormément d'actions qui étaient bonnes, mais pas vraiment mesurées et pas vraiment mesurables. Et c'est ça qui va faire le changement. Alors oui, justement, on va rester là-dessus, parce qu'en fait, peut-être même en ferroviaire, et je vois dans le monde de l'emballage, l'éco-conception, en fait, était faite... on concevait quelque chose, on testait, on nous disait ça va bien fonctionner, et après, on passait ça à la moulinette de l'éco-conception. Donc ça se faisait essentiellement en fin de process. C'était essentiellement basé sur de la réduction de matière, parce que économiquement c'était intéressant. D'ailleurs, je montre plein d'études qui prouvent que on a beaucoup plus réduit en matériaux avant les années 90, de 70 à 90, qu'on a réduit de 90 à maintenant. Ma grand-mère me disait des fois, je reprends ça en matière d'éco-conception, et je reprends pour l'éco-conception, c'est pas parce que tu tailles les oreilles en pointe à un âne que tu en feras un cheval de course. Donc, la réduction, l'éco-conception aujourd'hui est sur plusieurs ères. C'est pas qu'un seul ère, c'est ère de la révolution. Et Damien, je voudrais que vous nous disiez comment vous l'abordez, parce que j'ai l'impression que chez Accor, dans nos discussions, c'est presque une démarche, même c'est pas presque une démarche, c'est une démarche scientifique.
Alors, c'est une démarche déjà qui est ancrée. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, c'est une volonté très forte de la part du groupe et qui est renforcée encore plus ces derniers mois d'ailleurs. Mais la volonté, elle vient aussi énormément des collaborateurs. Et c'est ça qui est intéressant. Souvent, les collaborateurs ont une ambition qui est très forte et qui vient même dépasser l'ambition même de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment moteur. Et souvent, on oublie de le dire parce qu'on pense que c'est une décision d'une entreprise et donc ensuite, l'ensemble de la chaîne et de l'entreprise va suivre. Il y a énormément de choses qui viennent des collaborateurs et des employés et qui poussent tout ça. Et donc, nous, l'éco-conception, elle se fait très, très en avec le designer, avant même d'imaginer l'objet. On intègre l'éco-conception dans le brief initial. Et comme nous, on a mis la créativité vraiment au cœur de notre stratégie, notre brief, il est très court avec les designers. Notre brief, c'est qui est le client. On lui explique au designer qui est le client. Et on a ensuite un cahier des charges sur l'éco-conception et nos intentions. Et à la fin de la chaîne, on vient vérifier, mesurer avec une multitude d'outils. On s'est fait accompagner par pas mal de spécialistes là-dessus pour vraiment mesurer si l'intention amène un résultat qui est objectif. Et pourquoi la mesure est importante? Parce que quand vous avez une ambition et que vous parlez d'environnement durable, il faut aussi être capable d'améliorer le process et de s'améliorer d'année en année. Mais si en année N, le jour où vous commencez vraiment à vous pencher sur ce sujet, vous n'avez pas de data, comment est-ce que vous pouvez améliorer finalement l'impact que vous avez demain sur l'environnement? Et ce n'est pas vrai que vous pouvez être complètement... on parle souvent de bas carbone, de zéro carbone, etc., etc. Il y en a très très peu de projets zéro carbone, pour être très très honnête. Mais commencez à mesurer vraiment votre impact aujourd'hui pour savoir comment est-ce que vous pouvez l'améliorer demain. Et c'est tout le processus qu'on met en œuvre, et au niveau global quand on définit les concepts, et ensuite sur chaque projet avec les propriétaires pour pouvoir améliorer tout ça. Et je vois même sur chaque produit, parce que je vois que chaque produit, en fait, une chaise est benchmarkée sur vraiment multi-critères. Oui, et on parlait de l'emballage. L'emballage fait partie d'un de nos critères. L'emballage, le transport, les matériaux, mais pas uniquement les matériaux. Il faut aussi éviter qu'on utilise trop de matériaux sur un même objet, parce que le recyclage devient compliqué. En fait, c'est chaque élément. Vous savez, la méthode Colibri, pour l'environnement, elle est importante. En 2019, on ouvrait un hôtel par jour dans le monde. Si jamais chaque chaise, dans chaque hôtel qu'on ouvre, je ne veille pas à ce qu'il y ait une vraie démarche environnementale derrière cette chaise, en fait, l'impact est hyper important. Mais l'impact positif, si je le fais, est aussi positif dans l'autre sens. C'est pour ça que pour chaque projet, on a mis des outils en place pour nos partenaires, pour nos investisseurs, pour s'assurer que chaque élément qu'on va choisir dans un hôtel soit pas carbone neutral, parce que ça, on n'y arrive pas, mais qu'on ait conscience du choix et qu'on n'ait pas uniquement un choix dans le prix, mais dans la mesure. Et on va faire cette analyse sur la toxicité, sur la circularité, sur le carbone, sur le water usage et aussi sur le bien-être. Alors, on me dire d'une chaise, le bien-être, oui, la chaise était pour accueillir un client, pour qu'il puisse s'asseoir et être bien confortable, mais je vais penser aussi à nos équipes, comment est-ce qu'on va bouger cette chaise, comment je vais la soulever pour pouvoir passer l'aspirateur dessous, il faut qu'elle soit légère, etc. Donc le bien-être des collaborateurs qui vont maintenir nos hôtels. Donc c'est vraiment une expérience même d'usage de la chaise. C'est pas simplement s'asseoir dessus, mais c'est la déplacer. C'est la vie de la chaise. C'est la vie de la chaise. Vous savez, parce qu'il y a aussi d'autres problématiques. Le Covid en soulève un très très fort dans le monde de l'hôtellerie aujourd'hui. C'est que les employés boudent l'hôtellerie.
on trouve très très peu, aujourd'hui il nous manque 10 000 personnes pour opérer nos hôtels. C'est un des sujets principaux, tout le monde me parle de ça, Voilà. même surtout, hein, il y a, C'est un voilà, sujet il y a des problèmes si de recrutement. en amont je ne pense pas à eux et j'essaye pas de faciliter leur vie et de faire en sorte que quand ils viennent travailler dans un hôtel Accor, je prenne soin de leur bien-être, je vais avoir encore beaucoup plus de mal à les recruter. Et ça, croyez-moi, d'ailleurs, moi j'ai refait un stage il y a 2 ans dans un hôtel de femmes de chambre, etc., pour vraiment sentir au plus près ce que ces personnes vivent. Elles le sentent, elles le voient et elles l'apprécient. Je donne l'exemple de l'ergolie, qui est un mécanisme qu'on met sous les lits qui permet de lever le lit à la hauteur d'une femme de chambre pour qu'elle puisse faire le lit sans se baisser. Croyez-moi, pour son bien-être, c'est bien. On ne va pas améliorer la productivité vraiment, parce que tout le monde pense productivité, mais finalement, la personne, elle va apprécier et peut-être qu'elle restera dans notre hôtel plutôt que d'aller à la compétition, parce que nous, on prend soin d'elle. Donc je reboucle aussi donc maintenant sur le train avec Xavier. D'ailleurs, l'expérience du train, vous l'avez faite puisque vous êtes arrivé en train, donc on voit que vous le faites. Alors vous aussi, alors ça se passe comment aujourd'hui? Vous l'abordez comment? Je remarque qu'énormément l'approche est similaire. Hein. Quand vous dites que, d'abord, l'éco-conception est une décision d'entreprise. Elle provoque aussi un enthousiasme aussi chez l'ensemble en fait des collaborateurs. C'est une vraie valeur, quoi. C'est une vraie valeur d'entreprise. Donc chez Alstom, en fait, la greener mobility, c'est un axe très fort en fait de la stratégie Alstom. Alors, on a vu des images d'autrefois et en effet, on voyait que un train a été conçu en fait de façon définitive par le passé. Il était très très difficile en fait de le faire évoluer. Alors même si sa durée de vie était très longue et toujours aussi longue, l'avantage en fait d'aujourd'hui, enfin le point qui est nouveau aujourd'hui, c'est que comme vous le voyez en fait à gauche de l'image, on conçoit en fait des tubes, hein, c'est tout simplement en fait des tubes dont la structure permet en fait l'utilisation de n'importe quel aménagement donc intérieur. On pourra aussi rapporter en fait des éléments extérieurs tels que vous le voyez ici à droite, hein, des extrémités, ce qu'on appelle des bouts avant en fait tout simplement, qui pourront être modifiés, qui pourront venir en fait d'une autre unité de production et qui pourront être modifiés en fonction du type de train. Mais là où le train est encore plus durable aujourd'hui, c'est que justement à l'intérieur de ce tube, une fois qu'on a conçu donc la structure au plus près donc du gabarit, on prépare donc la flexibilité. Et cette flexibilité aujourd'hui, elle est demandée par nos clients opérateurs de telle manière à ce que les aménagements intérieurs puissent suivre les évolutions du transport, les demandes, donc les nouvelles demandes en matière de mobilité. Donc il est aujourd'hui facile, beaucoup plus facile, de changer l'aménagement d'un train, de rénover donc un train, de l'upgrader aussi sur le plan technique. Donc c'est encore plus donc un produit modulable, un produit durable encore plus, hein, et qui se colle encore mieux aux besoins des futures mobilités. Donc on est réellement sur cette idée à la fois de réparabilité, de prendre l'obsolescence et presque de la déprogrammer, c'est-à-dire de pouvoir donner plusieurs vies à votre train. Exactement. Alors demain, vous voyez, parce que là c'est ce qui est fait aujourd'hui, et d'ailleurs c'est fait aujourd'hui, mais c'est même inscrit dans la loi, puisqu'en fait la loi AGEC et Climat Résilience demande d'aller vers le réemploi, demande de changer véritablement de modèle et d'arrêter de faire je dirais des chambres jetables au bout de 6 ans et je ne sais pas quelle est la durée de vie d'une chambre, mais d'hôtel. Ça dépend si on parle du banquier ou du client. La durée de vie d'une chambre pour un client, c'est 5 ans en termes de perception de modernité, on va dire.
Pour un banquier, c'est 7 ans. Pour un hôtelier, c'est entre 10 et 12 ans. Voilà. Oui. Donc ça dépend en fait. C'est quand il n'a plus de clients qu'il se dit qu'il faut la changer. Exactement. Mais en tout cas, on a une similitude très très forte. C'est l'aménagement même d'un hôtel et la flexibilité, elle est hyper importante. Avant, on cloisonnait énormément les espaces et on disait ici tu vas manger, ici tu vas dormir. Ici, tu vas t'amuser, ici, il y aura la réception, etc. Et c'est la même chose dans vos appartements. Aujourd'hui, on mélange toutes ces fonctions et en fait, on crée des espaces et des atmosphères dans lesquels je vais pouvoir, en fonction de mon humeur, en fonction de avec qui je suis, choisir l'atmosphère qui correspond pour travailler, manger, boire, s'amuser, etc., etc. Je crois que la similitude aussi, elle est là. Elle est dans le fait aussi que... et vous et nous, on conçoit aussi cette flexibilité à l'origine même du design du train. C'est-à-dire, lorsqu'on dessine donc justement ce tube-là, on imagine en fait différents aménagements possibles qui pourront donc bien entendu intervenir. C'est qu'on l'imagine déjà. Ce que seront en fait les futures évolutions. Bien sûr, c'est un petit peu ce que dit Brune Poisson dans la préface de mon bouquin, de sortir d'une économie d'une fin de vie programmée, du tout jetable, pour rentrer dans une économie du tout réemployable, du tout réparable. Et c'est un véritable changement. Et le mobilier mobile est très important parce que quand on identifie que demain, on n'aura plus besoin de la réception pour accueillir un client parce que tout va être digitalisé et donc je vais pouvoir transformer mes espaces, je vais éviter de le figer dans le marbre au milieu d'un espace. Je vais avoir un élément mobile qui va me permettre, quand ce sera prêt technologiquement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, de le faire. Et aujourd'hui, c'est prêt et on est en train donc de le faire et de le déployer. Ça, c'est l'aspect extrêmement intéressant du métier de designer qui se rapproche d'un métier d'architecte. C'est-à-dire qu'on conçoit en fait, en effet, donc le gros œuvre avant, on le conçoit et on l'imagine de telle manière à ce qu'il puisse aisément recevoir en fait tout le mobilier en fait dont vous avez parlé. Mais pour ce faire, il faut, dans la conception de ce gros œuvre, dans la conception des fondations du produit, il faut déjà donc en effet donc y penser. En fait, je crois que la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on ne subit plus en fait les évolutions. On les prévoit. On les anticipe. Alors demain, justement, ces évolutions, parlez-nous un petit peu de la manière dont vous réfléchissez et comment le train de demain, vous m'avez donné. J'aime bien le dessin d'en bas. Là. C'est un dessin presque un peu d'enfant, mais en fait, il représente en fait l'intérieur d'un métro qui pourrait correspondre à chacune des volontés, à chacun des usages de chacun des passagers. En fait, là, l'idée, c'est qu'on voudrait individualiser un espace public, un espace de mobilité publique. On voudrait l'individualiser de façon à ce qu'il réponde aux besoins de chacun. Presque faire le croisement avec, en effet, donc, la mobilité personnelle, telle que, par exemple, la voiture, la mobilité individuelle. Eh bien, donc, un train pourrait devenir aussi un endroit, une zone de mobilité, des usages qui correspondent donc aux besoins et aux attentes de chacun des passagers. On voit sur le dessin que nous sommes tous différents, nous avons tous a priori des handicaps. Donc la notion, par exemple, d'accessibilité universelle est extrêmement donc importante. Et puis, bien entendu, intégrer encore plus et encore plus la notion donc de durabilité, prévoir donc en effet là aussi c'est un point commun, toute la globalité de la conception depuis donc bien entendu la conception, la fabrication, l'exploitation et bien entendu donc la recyclabilité donc du produit. Et j'ai une question, puisque on est dans un monde mondialisé, et puis dernièrement
on est en train de se rendre compte peut-être des limites de cette mondialisation avec la Covid, avec l'industrialisation. Est-ce que vous voyez dans le train, dans la mobilité, des différences culturelles ou on est réellement dans quelque chose de très différent? Qui pourrait justifier d'ailleurs ces différences culturelles que vous ayez des métros quand même assez modulables? C'est ce qui m'a expliqué pourquoi je suis sorti de la route pour me mettre sur les rails, c'est que dans le ferroviaire, dans cette mobilité-là, il y a une approche auquel je tiens beaucoup et qui tous les jours nous anime, hein. C'est cette notion de géodesign. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on part en effet d'une conception un peu identique et universelle et transversale de nos fameux tubes, même si bien entendu on respecte, un tramway ne sera jamais un TGV et un métro jamais un train régional, mais on respecte donc bien entendu des cahiers des charges techniques. Cependant, jamais la demande donc justement pour tenir compte du donné de chacun des contextes n'a été aussi importante, n'a été aussi attendue. Le métro de Stockholm, il est totalement différent de celui de Montréal et d'autres villes encore. Pareil pour les tramways. Donc, et même chose aussi pour les trains plus rapides. Donc ça veut dire que nous, dans notre conception, on doit prévoir donc justement à la fois la standardisation et ce qu'on appelle aussi, même si le mot il reste encore à revoir, mais cette notion de customisation, c'est-à-dire cette notion qui consiste à dire qu'un produit, qu'un train, l'usage d'un train est spécifique à un contexte, à un lieu, une culture, une histoire. Alors nous, Damien, de notre côté, dans l'hôtellerie, alors parce que un peu cette impression, peut-être de moi qui voyage beaucoup, finalement des fois de me réveiller le matin et d'être un peu dans la même chambre à Paris, à New York. Ah, tu me blesses. Tu me blesses parce que ça on a. Bon, c'était provocateur. Voilà, donc je vais dire, c'est vraiment ce qu'on essaie de changer là depuis 5 ans de manière très très forte. Pourquoi il y a eu la standardisation, c'est que le client voulait être assuré. Est-ce que le client voulait une chambre quand il allait voyager au bout du monde? Il y avait de l'inconnu du bout du monde, et donc quand il était dans son cocon, il voulait être rassuré, il y avait ses standards internationaux, et donc il avait une chambre, et pour lui, ce qui était important, c'était aseptisé, hygiénique, etc., etc. Donc c'était vraiment ce que recherchaient les clients. Aujourd'hui, le client, Tokyo, Shanghai, de Delhi, il l'a sur son téléphone, hein, il le découvre déjà, il le connaît, donc il veut un petit peu plus d'aventure, et donc il a envie de découvrir autre chose. Et c'est là où la déstandardisation, la perception de déstandardisation, parce qu'en fait, économiquement, on est obligé d'avoir une certaine standardisation, mais cette perception-là, elle est très forte. Et même sur nos marques qui sont, que vous connaissez tous, comme Novotel et Ibis, on a complètement déstandardisé ces concepts et on les a fait énormément évoluer en travaillant avec des designers dans le monde entier. Par exemple, pour Novotel, on a travaillé en parallèle avec Rami Fisher en Europe, avec les Sundukunvi Sisters à Moscou, avec Hypothesis à Bangkok et Metro au Brésil, pour revoir toute la philosophie design de cette marque en fonction de l'évolution de nos modes de vie. Et comme si on devait créer Novotel aujourd'hui, qu'est-ce que Novotel serait? Exactement la même démarche que nos fondateurs quand ils ont créé Novotel dans les années 70. Et aujourd'hui, donc, les photos ne sont pas très futuristes, mais j'aime bien ces exemples-là. Parce que l'hôtel, je ne le connaissais pas. C'est parce que c'est un hôtel à Lyon, et comme on était à Lyon, j'ai choisi donc ce Grit à Confluence, où Grit, en fait, est une marque où on s'est dit, on va être surtout sur la conversion de bâtiments existants. Donc c'est vraiment une démarche environnementale. Et comment est-ce qu'on va donner une identité, une âme à un hôtel et faire en sorte qu'il soit à chaque fois nouveau, en donnant une deuxième chance humaine pour les collaborateurs qui vont travailler dans cet hôtel, mais aussi aux matériaux. Et vous voyez la petite mosaïque métallique, c'est les déchets de Fermob. Que le designer, quand il a visité Fermob, il a vu ces déchets métalliques et en fait il a créé un mobilier avec cette mosaïque de métal. Si jamais on avait
eu l'intention de le faire et de le construire et de le fabriquer, même dans un hôtel 5 étoiles, ça aurait coûté très cher, peut-être même trop cher. Et là, pour un hôtel 2 étoiles, grâce à la créativité et finalement à ce travail de designer, on arrive à faire des choses assez exceptionnelles avec un déchet sans avoir cette perception de brocante ou de bricolage, etc. Donc ça, c'était un exemple. Je vois qu'on a les mêmes, on a un peu les mêmes challenges en termes d'identité, par exemple. Là, ce que vous dites à propos donc de l'identité donc du lieu, qui en effet, je suis assez d'accord, doit être ressentie. Et en même temps, je suppose aussi que les marques, vos différentes marques, Novotel et autres, vous demandent aussi une expression aussi. On vous demande aussi que cet hôtel puisse appartenir visuellement, utilise donc des critères visuels appartenant donc à cette marque-là. Comment faire coïncider tout ça, quoi? Comment on fait en sorte que ça ait une certaine cohérence quand même? Alors on conçoit en fait ce qu'on appelle, j'appelle ça des guidelines créatifs. Parce que tout le monde parle de standards. Je dis non, moi je fais des guidelines pour pouvoir accompagner le designer et stimuler sa créativité tout en gardant un ADN fort. Et donc comment est-ce qu'avec cet ADN qu'il prend comme une contrainte dans son travail, il arrive à amener de la créativité pour en faire un lieu unique. Et pour ça, il a plein d'inspirations. Le lieu est différent, la culture est différente à chaque fois, et donc ils vont pouvoir créer des choses complètement différentes. Et la technologie, donc là c'est une chambre qu'on va faire à Singapour en utilisant, donc qui sera vraiment biophilique en termes de conception, mais en termes d'expérience aussi, quelque chose qui soit très très immersif sur le well-being, le bien-être et toute cette partie nature. C'est exactement ça, ce que je dis souvent par rapport aux guidelines, et c'est ce que vous faites, je pense, c'est que les guidelines ont raison en général, mais ont toujours tort dans le détail. Et les guidelines doivent permettre l'ouverture, et pas fermer en fait le truc. Et puis après, il y a une autre image, mais je ne l'ai pas montrée, on va dire exprès. Pour montrer le futur, je vous conseille d'aller voir. On vient d'ouvrir un Joe & Joe, qui est une nouvelle marque en plus. Je pourrais en parler pendant des heures de cette marque, sur la création, comment est-ce qu'on l'a créée avec les designers, mais qui vient d'ouvrir à Vienne avec Ikea. Et on a créé avec Ikea, notre partenaire, un bâtiment en termes de développement durable qui est extraordinaire. Il y a par exemple 160 arbres plantés dans la façade, et ce qui permet de réduire pendant les grosses chaleurs de 1,2 degré la température de l'environnement dans lequel se trouve le bâtiment. Et en température perçue sur site, de plus de 12 degrés. Et donc en fait, cette conception positive des bâtiments peut permettre d'améliorer vraiment la qualité de vie des citadins dans les villes, parce qu'il y a en fait aujourd'hui, grâce à la technologie et à notre connaissance, énormément de solutions qui se mettent en place. Et très bientôt, on travaillera encore plus ensemble sur la mobilité et l'immobilité, parce que la croissance de la densité des villes à horizon 2050, on parle de 50 à 60%, vont forcément faire en sorte que, avec Alstom et Accor, sûrement on travaillera sur des projets où comment est-ce qu'on peut ensemble accompagner cette croissance, parce qu'on ne pourra pas agrandir les trains. Et avec l'emballage, parce que c'est vrai qu'on se déplacera avec Alstom, on viendra se coucher, enfin dormir chez vous. Et puis, on peut difficilement aujourd'hui concevoir de manger, de conserver sans emballage. Et en fait, on se rend compte que dans nos univers respectifs très, très différents, nous avons finalement les mêmes challenges. J'ai envie de vous poser, mais vous y avez un petit peu répondu avant de passer peut-être à des questions-réponses. C'est une dernière question. On peut commencer par toi, Xavier. Le rôle du designer, justement, dans tout ça, qu'est-ce qu'il est, en 2 mots, parce que je voudrais laisser 2-3 questions. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, et on voit dans le design pour les nuls, je montre bien que en fait, le design, à la base, vient des architectes. C'était un métier d'architecte, mais pourquoi le designer est très, très important dans ces... Pour revenir à notre sujet, notamment donc l'environnement et l'éco-design, moi je pense que la question environnementale nous permet de mieux faire encore notre travail.
Donc on est dans le respect de quelque chose qui est en plus un enjeu extrêmement donc important, peut-être même plus encore que ce sur quoi nous travaillons avant. Avant, on était très liés à la technique, à l'économie. On avait ces enjeux-là, hein, ces challenges qui étaient vraiment, vraiment très, très forts. Aujourd'hui, il y a l'enjeu environnemental. Et je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus humain, qui a beaucoup plus de valeur et qui nous demande de dessiner, dans tous les sens du terme, le plus juste possible et de la façon la plus globale possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore plus enthousiasmant peut-être même qu'avant, même si la difficulté et même si l'urgence est extrêmement importante. L'excitation qu'ont les designers aujourd'hui à concevoir dans l'obligation de ce challenge est extrêmement important. On partage réellement, c'est fou parce qu'on ne s'est pas tellement beaucoup parlé, je veux te poser la question, mais tu dis dessiner le plus juste possible. Il se trouve que le prochain ouvrage que j'ai écrit qui sort dans un mois s'appelle « L'emballage, ça sert à rien, sauf s'il s'agit d'un juste emballage ». Parce que c'est le juste emballage, c'est-à-dire les justes fonctionnalités, les justes matériaux, c'est un certain nombre de justes. Et alors sur l'hôtellerie, Damien? De manière un petit peu générale, et j'aime bien parce qu'à chaque conférence, en fait, je donne une définition un peu différente du design, mais tu dois toutes les avoir dans ton livre sûrement. Finalement, le designer, qu'est-ce qu'il fait? Il dessine pas un objet, le designer. Le designer, et j'aime bien quand tu as montré tout à l'heure, Xavier, sur ton image, tu n'as pas parlé de l'objet, tu as parlé des gens et de ce qu'ils vivent. Le designer, il dessine la vie. Et en fait, le designer, c'est un catalyseur. Il va prendre tous les éléments autour de lui. Et là, on a un salon incroyable avec énormément de nouvelles technologies, de l'industrie, des matériaux, etc. Il va prendre toute cette connaissance, il va prendre ma problématique, et puis la vie qu'il veut donner, et en fonction de ça, il va pouvoir concevoir. Et avec ces critères environnementaux qu'il va aussi intégrer dans sa démarche, il va pouvoir le faire. Et il va ajouter cette créativité qui va permettre à chaque fois d'aller un peu plus en avant. Et si jamais, en plus de tout ça, il a cet œil et ce regard sur l'évolution des modes de vie et de la société, alors il prendra une longueur d'avance et donc il aura gagné. Mais il faut aussi qu'il y ait l'investisseur qui soit à l'écoute de cette longueur d'avance. Et si je prends un designer que vous connaissez tous, Stark, par exemple, on en parle beaucoup et c'est vraiment un designer star, mais il a, lui, réussi sur certaines choses, en tout cas, d'avoir cette longueur d'avance et d'avoir cette vision peut-être 10 ans en avance sur ce que les gens veulent vivre maintenant et aujourd'hui. Et c'est ça qui fait le talent. Donc on a besoin des designers et on en a besoin encore plus et de plus en amont possible de l'ensemble des projets qu'on fait. Je crois que tu viens de décrire en fait tout ce qui s'est passé en l'espace de, nous on peut dire en l'espace d'une carrière, hein. C'est-à-dire que quand on a commencé donc dans les années 80, le design c'était très lié au produit et c'était uniquement dessiner un objet. Et aujourd'hui en effet, c'est peut-être plus donc la notion de design de service, la notion humaine en effet, qui est primordial. On part en effet donc de la valeur d'usage. C'était déjà vrai pour dessiner correctement un objet, bien entendu, ça on l'avait déjà appris, mais c'est encore plus vrai si l'humain est devenu donc justement peut-être la matière, dans le sens noble du terme, la matière première en fait avec laquelle on travaille aujourd'hui, on imagine et on crée. C'est effectivement ce que j'ai écrit et ce que je dis d'ailleurs dans un TEDx en expliquant que le design, c'est pas la chose, c'est l'expérience de la chose. Et c'est vraiment ça. Et sachant que cette expérience doit être une expérience du berceau, entre guillemets, on dit à la tombe, mais avec une volonté de vie éternelle. Voilà, je vous remercie Damien et Xavier, excusez-moi, parce que j'ai un petit problème avec les prénoms. Nous sommes limités en temps, donc nous répondrons.
Ouais, oui, puis nous répondrons éventuellement s'il y a des questions, peut-être individuellement aux questions. Je vous remercie de votre attention et surtout je remercie mes confrères designers d'avoir accepté, d'avoir partagé et de se rendre compte qu'on partage les mêmes valeurs. Merci à toi. et à bientôt. Merci.